Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez difficile, en tout cas je trouve, qui est cette question de la dissociation et de la dissociation structurelle en particulier. On va voir un petit peu plus de quoi il s'agit. Je vais prendre quelques instants rapidement pour me présenter, puis après je vais vous présenter comment je vous propose de travailler ce matin et ce qu'on va traiter ensemble. Donc je suis psychologue clinicienne, je suis psychothérapeute notamment en ICV, essentiellement en ICV aujourd'hui. Je travaille depuis à peu près une quinzaine d'années et pendant les 15 premières années de mon travail, j'ai travaillé dans un service qui est le service du Dr Coutenceau, qui est le président de ce lieu, qui est un service, à la fois un service de psychiatrie classique, où donc j'ai travaillé en hospitalisation, fermée, ouverte, et puis ensuite en centre médico-psychologique, en consultation ambulatoire donc. Et nous avons aussi un centre de consultation de victimologie, notamment ici à la Ligue, et puis un centre de consultation en criminaux, c'est-à-dire essentiellement pour des hommes qui sont en obligation de soins, dans des contextes de violence et notamment de violence sexuelle. Donc dans un premier temps, c'est surtout sur cette pratique-là que je me suis orientée. Les premières années, j'ai fait beaucoup de prévention de la récidive, beaucoup de psychothérapie de groupe. Et puis bien sûr, comme tous les gens qui travaillent avec les auteurs de violences, c'est très rapidement posé la question de leurs antécédents de trauma et de l'intrication de ces antécédents de trauma avec leurs problématiques et leur passage à l'acte. Et en 2007, je me suis formée à l'EMDR. Et là, ça a beaucoup changé mon appréhension des choses, puisque notamment cette notion de dissociation est entrée dans la scène, dans ma scène psychique, dans ma scène de réflexion. Et je dois dire qu'au début, la toute première formation EMDR, très honnêtement, je ne voyais pas l'intérêt. Je ne voyais pas de quoi il s'agissait. J'avais l'impression que c'était un truc très rare, que c'était juste les troubles de personnalité multiples. Bon, voilà, ok, c'est intéressant, pourquoi pas. D'accord, ils disent de faire passer l'échelle d'expérience dissociative à tous les patients, je vais le faire. Bon, grosso modo, voilà. Et puis, petit à petit, voyant les difficultés que je rencontrais avec certains patients, notamment de cette consultation de criminaux, et leur niveau d'anesthésie, ce que j'appelais jusque-là de l'alexithymie, de l'anesthésie émotionnelle et de manque d'empathie, enfin, tous ces symptômes, ça a commencé à m'interroger en parallèle avec les difficultés que je pouvais rencontrer dans les séances EMDR. C'est comme si c'était un peu corrélé, quoi. Et en EMDR, notamment, on demande des sensations corporelles et certains patients n'avaient aucune sensation corporelle du tout, alors qu'on abordait des choses pas forcément faciles. Même quand on abordait des choses moins faciles, ils n'avaient aucune sensation corporelle. Enfin, ça m'a vraiment interrogée. Du coup, ça s'avérait difficile avec certains de ces patients de travailler finalement, même si c'était leur demande, sur leurs antécédents traumatiques en particulier. Et dans ce contexte-là, je me suis formée à l'ICV. Et là, j'ai commencé à utiliser beaucoup plus la notion de dissociation et à me rendre compte à quel point elle m'était utile. Donc à quel point elle m'était même maintenant elle est devenue indispensable. Donc c'est un peu le fruit de ce cheminement que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'une des choses qui dessert considérablement l'utilisation du terme de dissociation, c'est le chaos en termes de définition et d'acception du terme. Donc je vais commencer par un petit panorama des différentes acceptions de ce terme. Ensuite, je vais vous parler un petit peu plus de la dissociation structurelle, puisque c'est surtout ça qui nous réunit aujourd'hui. Je vais vous parler de la différence entre un souvenir normal et un souvenir traumatique. Donc, je vais vous démontrer que la dissociation, c'est la différence entre cet œuf, que vous connaissez bien, qui est un œuf de la vie quotidienne, qui est un souvenir tout à fait ordinaire, et cet œuf, qui est vachement plus intéressant. Il est fascinant, le souvenir traumatique. Regardez comme il brille. Regardez comme il attire l'attention. Et regardez comme ça peut être handicapant pour faire des choses dans la vie quotidienne sans être dérangé par ces bruits constants. Donc, voilà le problème du souvenir traumatique, c'est qu'à la fois, il a un côté très envahissant. Si je continue, vous n'allez plus m'entendre du tout. Et mon caméraman va me taper sur les doigts. Et en même temps, il a un côté très fascinant. Et vous avez sûrement remarqué une différence de taille, c'est le cas de le dire. C'est que le souvenir traumatique est enflammé. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup plus de place, par exemple par rapport au temps qu'il a représenté en comparaison avec un souvenir ordinaire. Et effectivement, comment dire, on peut avoir été confronté à un tremblement de terre qui a duré quelques secondes et que ça prenne une place considérable du fait du remaniement de tout un tas de choses et de ce qui a été emmagasiné pendant ces quelques 7 secondes ou ces quelques secondes. Donc voilà, un petit teasing pour la suite. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant sur la différence entre un œuf et un œuf de Pâques,
mais je vous expliquerai ce qui fait la différence fondamentale. Ensuite, on rentrera un tout petit peu dans les modèles de dissociation structurale. C'est probablement ce qu'il y a de plus disponible dans la littérature et ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus de rentrer dans la différence des différents modèles, etc. Je voudrais vraiment juste poser des jalons pour alimenter la réflexion en termes de prise en charge et de clinique. Je vais passer par un éclairage développemental, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre la mise en place de la dissociation dans le développement de l'enfant. Et il y a de plus en plus de recherches qui focalisent encore plus sur la question de l'attachement et du développement de la fenêtre de tolérance au niveau émotionnel. C'est-à-dire ce qu'on va pouvoir réguler, ce qu'on va pouvoir tolérer au niveau émotionnel ou pas, en lien avec les expériences d'attachement. Et enfin, je déboucherai sur quelque chose d'un petit peu plus pragmatique, c'est-à-dire concrètement, la dissociation structurelle, qu'est-ce que ça implique comme symptôme ? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie de dépistage pour essayer de repérer ces choses qui, pendant les 7 ou 8 ou 9 années, les premières années de mon exercice, m'ont été totalement occultées, alors que je les avais sous le nez. C'est quand même terrible. Et puis, on prendra une petite pause. Et ensuite, je vous parlerai de l'ICV, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, juste à titre indicatif pour que vous voyez un petit peu qui est dans la salle, qui est formé à l'ICV. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens formés à l'ICV. Du coup, pour eux, ce sera un petit rappel, un petit tour de piste. Je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut présenter l'ICV parce que c'est aussi ce qu'on va expliciter à nos patients. Donc pour vous, ce sera ça mon objectif. Et puis pour les autres, ce sera de vous expliquer un petit peu, vous initier un peu à la technique. Alors un petit mot de définition sur la dissociation. Je vais d'abord vous faire un panorama, puis je vais rentrer dans le détail. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a tout un tas de significations, des définitions souvent floues, pas toujours, il y en a quelques-unes qui sortent du lot. On peut passer en revue la définition psychiatrique, on va y revenir tout à l'heure, la dissociation schizophrénique, qui est encore un petit peu différente, la dissociation péritraumatique au moment du trauma, la dissociation hypnotique, et puis je vais vous parler un petit peu des apports de Pierre Janet, mais vraiment très brièvement, parce que ça aussi dans la littérature, vous pouvez trouver beaucoup de choses là-dessus. La définition de Putnam, qui me semble intéressante, et ça va nous permettre de déboucher sur un descriptif de la dissociation structurelle. Et ensuite, je passerai à la suite de la conférence. Alors, la définition psychiatrique, en gros, il y en a deux. Il y a celle de l'Association américaine de psychanalyse, de psychiatrie, décidément, l'APA, qui parle de désunion de fonctions normalement intégrées, que sont la conscience, la mémoire, l'identité ou la perception de l'environnement. Je vais passer à la suivante et je ferai mes critiques pour les deux parce qu'elles se rejoignent. Celle qu'on voit dans la CIM-10. Il s'agit d'une perte partielle ou totale de l'intégration normale entre les souvenirs du passé, la conscience de son identité et de ses sensations immédiates et le contrôle des mouvements corporels. Donc ça, c'est une petite dimension qui est ajoutée dans la définition de la CIM-10. Alors, on va commencer par être positif. Qu'est-ce qui est intéressant à mon sens dans ces définitions ? Dans ces définitions, ce sont ces termes-là qui me semblent intéressants, le terme d'intégrer et d'intégration. Effectivement, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour décrire la dissociation comme l'opposé de l'intégration. Bon. Donc, logique, on dise qu'il n'y a pas d'intégration comme mode de définition de la dissociation. Ce qui me pose problème dans cette définition, c'est le côté normalement ou normal. Parce que là, déjà, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus flou. Donc, c'est assez problématique de savoir qu'est-ce qui est normalement intégré et qu'est-ce qui est finalement d'une désunion qui serait normale de ces différentes fonctions. Bon, là, il y a un petit flou. Ensuite, ce qui me pose vraiment problème dans ces définitions, c'est qu'on ne sait pas s'il s'agit d'un état, d'un trait ou les deux. Ah, c'est quand même ennuyeux. Et alors, ce qui me semble vraiment problématique, pour le coup, c'est qu'on ne sait pas du tout, il n'y a pas d'unité derrière. Pour le coup, c'est des définitions dissociées, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée d'où ça vient, à quoi c'est lié. Et c'est ça, à mon avis, l'aspect fondamental de l'intérêt de la notion de dissociation, c'est quand on arrive à la repérer, ça appelle à aller investiguer un certain type d'anamnèse dont je vais vous parler aujourd'hui, et notamment, ça appelle au lien avec l'histoire traumatique. Et ça n'est absolument pas mentionné dans ces définitions, et à ce sens, je trouve que c'est vraiment un manque crucial. Alors, juste pour faire vraiment un petit panorama des troubles qui sont considérés comme dissociatifs dans les définitions psychiatriques, là en l'occurrence j'ai pris le DSM,
On a l'amnésie dissociative. Je ne vais pas rentrer dans les définitions, vous avez tout ça très disponible dans la littérature et je pense que vous l'avez en tête. La fugue dissociative, le trouble dissociatif de l'identité, le trouble de dépersonnalisation, déréalisation, si je me souviens bien, c'est une addition dans le DSM-5. Et puis les troubles dissociatifs spécifiés et non autrement spécifiés. Et enfin, indirectement, les états de stress aigus et états de stress post-traumatique qui comprennent des symptômes dissociatifs, mais qui ne sont pas vraiment considérés comme dissociatifs à part entière dans le DSM. Donc voilà ce qui est officiellement dissociatif dans la littérature psychiatrique aujourd'hui. Et là encore, évidemment, même problème, aucune allusion, sauf dans le tout dernier cas, à l'origine éventuellement traumatique des troubles. C'est quand même dommage. Alors, passons en revue un autre type de dissociation. Et là, je vais commencer par, pour qu'on puisse se représenter les choses de façon commune, je vais commencer par vous imiter un cas clinique que j'ai rencontré. Il s'agit d'une femme qui est en entretien avec nous. En fait, initialement, c'est son mari qui consulte parce que leurs filles viennent de dévoiler un inceste. Donc, il y a une procédure qui est en route et madame a accompagné monsieur dans sa consultation pour anticiper en quelque sorte l'obligation de soins. Et il se trouve que dans un deuxième temps de l'entretien, donc d'abord on reçoit monsieur tout seul, dans un deuxième temps de l'entretien, on va proposer à madame de venir nous rejoindre et elle est intéressée, donc elle vient nous rejoindre. Et alors que monsieur nous avait expliqué qu'elle était au courant de tout, qu'il avait reconnu les faits, que bon, il commence à décrire, à répondre à ses questions, à lui dire qu'effectivement ce qu'ont dit les filles, les accusations qui sont portées contre lui sont exactes. Et à un moment donné, voilà comment cette femme réagit. Je suis où là? Quelle heure il est? Chérie, qu'est-ce qu'on fait là? Qui sont ces gens? Et c'est pas mon sac à main, ça. Donc, cette femme présente un moment de déréalisation important. Elle se reconnaît, elle encore, mais elle ne reconnaît absolument pas la situation dans laquelle elle se trouve. Il fait nuit dehors, elle ne sait plus comment ils sont arrivés, quelle heure du jour on est, ce qu'on s'est dit. Évidemment, là, on est un petit peu ennuyé. Donc, c'est un dérapage, c'est un dégât collatéral, entre guillemets, de débutant, même si je ne sais pas si on aurait vraiment pu faire autrement. C'était assez imprévisible comme réaction. Évidemment, ça a été accompagné de façon assez rapprochée et le plus appropriée possible. Mais ce qui est frappant chez cette femme, c'est qu'elle a cette réaction traumatique soudaine, là où on a reçu vraiment des centaines de femmes de pères incestueux, de beaux-pères ou de grands-pères incestueux, sans qu'il y ait ce type d'incident. Donc ça pose vraiment la question de son histoire à elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle, certes, face à une situation qui est objectivement très difficile, elle se fragmente et se présente ces dissociations péritraumatiques. Donc ça va nous amener à faire les liens entre ces instants de déréalisation, de dépersonnalisation et éventuellement quelque chose de plus chronique qu'on va aborder tout à l'heure sous l'appellation dissociation structurelle. Alors, qu'est-ce qu'on décrit dans la dissociation péritraumatique? Typiquement, c'est un sentiment subjectif de torpeur, de détachement, une absence de réactivité émotionnelle. On n'a pas forcément tous les critères que je vais vous passer en revue, mais c'est ceux qui sont présentés comme typiques. Une réduction de la conscience de l'environnement. Voilà, typiquement, je pense que le symptôme le plus grave pour une femme, c'est de ne pas reconnaître son sac à main. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Et alors, à titre vraiment d'anecdote, ce qui a été très intéressant, c'est que son mari a eu un très bon réflexe, je trouve, c'est-à-dire qu'il l'a touchée. Et il lui a passé le bras autour de l'épaule, il lui a pris la main, et déjà, je pense que ça a beaucoup rassuré cette femme. Et ça fait partie des instructions qu'on leur a données pour qu'elles reviennent un petit peu dans la réalité. On a donné quelques petits conseils d'ancrage en fait, pour aider cette femme à revenir. Et à la fin de l'entretien, elle était déjà beaucoup mieux. Et puis évidemment, on a pris des nouvelles, on lui a proposé un suivi, etc. La déréalisation, donc c'est cette impression que les choses ne sont pas tout à fait réelles, pas tout à fait vraies. C'est souvent décrit comme il y a un brouillard entre moi et l'extérieur, ou je vois les choses comme à travers un tunnel. Enfin, il y a différentes perceptions de ça. Ensuite,
la dépersonnalisation, là, le sentiment que ce n'est pas à moi que c'est en train d'arriver, que ceci n'est pas mon corps, des fois même la sensation de se voir de l'extérieur. Et puis l'amnésie dissociative qui, à mon sens, est quasiment toujours présente, au moins de façon partielle. Ce n'est pas toujours une amnésie totale, évidemment, mais quand on travaille sur les traumas, on a quand même souvent des éléments qui reviennent, qui semblent être des détails de ce qui s'est passé, qui étaient totalement occultés. Bon, ce sera tout pour maintenant. Ensuite, une autre forme de dissociation schizophrénique. Et là, c'est plus difficile à mimer, mais je vais essayer quand même. Donc, je vais sortir toute la schizophrénie qui est en moi et vous la montrer. Il s'agit d'un homme qui est hospitalisé en service de psychiatrie, contre son gré, dans le cadre d'une hospitalisation d'office à l'époque. Et lorsque nous entrons dans le service, il est toujours plus ou moins assis à la même place, il est assez catatonique. Et voilà comment il réagit. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à vous restituer l'aspect extrêmement effrayant de la présentation de ce monsieur, mais il a à la fois un regard complètement vide, froid, absent, et en même temps comme une forme très très discrète de haine. Vous avez senti ça ou pas? Oh, je suis une bonne schizophrène, c'est bien. Donc, c'est assez préoccupant. Bon, il se trouve que quand on sait pourquoi il était hospitalisé, on est encore plus angoissé, puisque ce monsieur a eu comme souvent chez les catatoniques, il a eu une poussée agressive soudaine et il a pris une hache et un couteau, poursuivi quelqu'un dans la rue, et puis à un moment donné, une autre personne l'a interpellé, il s'est arrêté, il est allé s'allonger dans un pré qui n'était pas loin. Et voilà, enfin, vraiment l'acte bizarre, sorti de nulle part, assez typique d'une schizophrénie catatonique. Alors, on parle aussi de dissociation dans la schizophrénie, c'est encore une autre forme de dissociation. Les psychanalystes parlent de Spaltung, des fonctions psychiques. Qu'est-ce qu'ils entendent par Spaltung? Alors, il faut rappeler que la schizophrénie, ça vient du grec, ça contient cette idée même de fendre, cliver au niveau de l'esprit. Et donc la Spaltung, d'après Laplanche et Pontalis, c'est une incohérence de la pensée, de l'action et de l'affectivité. Et on l'appelle tour à tour discordance, dissociation, désagrégation. Et donc bien sûr, une des questions qui va se poser, c'est est-ce que cette dissociation schizophrénique est une forme extrême de dissociation structurelle, ou est-ce que c'est un autre phénomène, ou est-ce que les phénomènes se recoupent partiellement? Bon. On y reviendra plus tard, si vous voulez. Il parle également de détachement à l'endroit de la réalité avec repli sur soi et surtout d'une activité délirante plus ou moins marquée, toujours mal systématisée. Alors la dissociation hypnotique, là c'est beaucoup plus facile pour moi. Je pense qu'en plus vous voyez tout à fait ce que c'est puisque en principe on traverse tous ce type d'état assez régulièrement au cours de la journée. C'est un peu difficile à faire devant un groupe de 50 personnes mais je vais essayer quand même. Voilà, donc c'est vraiment juste un état d'absorption, un état modifié de conscience, avec une focalisation de l'attention, une concentration. Simplement, ça veut dire qu'on va se focaliser sur quelque chose au détriment du reste. Désolée, j'ai fait abstraction de votre présence autant que je pouvais. Donc voilà, ça va être un état qui se déclenche spontanément plusieurs fois par jour. C'est un moment de ressourcement, en quelque sorte, où on lâche un peu les amarres, on rêvasse. Et puis, ça peut avoir une profondeur plus ou moins grande. Et donc, la question qui va se poser, c'est dans quelle mesure ce phénomène est normal et à quel moment est-ce qu'il peut devenir pathologique. Donc, on sait qu'il est normal, mais il semblerait que certains états d'absorption puissent également survenir chez des personnes qui souffrent d'une dissociation structurelle et ces états d'absorption vont prendre une tonalité particulière. Et alors, Van der Haar donne une proposition de définition de ces altérations de la conscience pathologique. Il dit qu'elles sont pathologiques quand elles sont excessives, fréquentes, rigides et qu'elles ne peuvent être contrôlées consciemment. Alors,
le problème de ces états de dissociation hypnotique, c'est que certes, c'est des moments de relâchement où on se ressource, mais s'ils deviennent trop profonds ou trop prolongés, ce sont des moments qui introduisent une rupture dans la continuité de l'expérience. Et donc, ils peuvent aggraver la sensation de discontinuité et de fragilité du soi, et on y reviendra tout à l'heure. Il me semble que ces états d'altération deviennent pathologiques, sont pathologiques notamment quand ils sont déclenchés par un déclencheur traumatique. Je pense à une de mes patientes, par exemple, qui a été exposée de la violence conjugale étant enfant. Elle regarde un reportage de Sophie Davant, ne jamais faire ça quand on a ces antécédents-là. Et elle m'appelle quelques jours plus tard en me disant je suis complètement perturbée depuis, je suis restée je ne sais pas combien de temps devant la télé qui continuait de tourner sans avoir aucune idée de ce que j'ai regardé. Et grosso modo, je me suis entre guillemets réveillée 3 heures après. Elle habite seule, donc il n'y avait personne pour l'interrompre. Il faisait nuit, je ne savais plus du tout ce qui s'était passé, grosso modo. Donc on a quand même de temps à autre ces phénomènes-là de réactivation traumatique qui vont plonger le sujet dans un état dissociatif de type absorption hypnotique. Et une autre caractéristique de cette absorption qui peut être pathologique, c'est la difficulté à en sortir. C'est-à-dire que si on sonne à la porte ou que le téléphone sonne et que la personne qui est dans cet état ne l'entend pas du tout alors que ça commence à être répété, que la première sonnerie on n'entend pas, on peut imaginer que bon, ça peut arriver si vraiment on lit un livre ou on regarde un film passionnant, mais au-delà de ça, ça commence à être un petit peu invalidant. Je vérifie mon anti-sèche. Maintenant, je vais vous parler de la dissociation structurelle. Et pour introduire cette dissociation structurelle, je vais vraiment faire juste un petit panorama des faits essentiels qui sont issus de la recherche sur avec quoi est-ce qu'elle est corrélée. Alors maintenant, on sait que la dissociation structurelle est corrélée avec la présence d'antécédents d'expériences traumatiques. J'espère que j'enfonce une porte ouverte. Et plus particulièrement des antécédents infantiles, de violences sexuelles, violences physiques, de négligence, mais aussi, plus récemment, on a mis en évidence que c'était également corrélé à des expériences de perte et, dans l'enfance ou une exposition à la violence. Et on est de plus en plus sensibilisé à la prise en charge des enfants exposés notamment aux violences conjugales et à l'importance, au risque de l'exposition aux écrans. Dernier aspect, on a aussi fait des liens entre le niveau de dissociation, la gravité des symptômes dissociatifs et la chronicité, la sévérité ou la précocité du trauma. Et évidemment, il y a encore plus de risques quand le trauma est 2 ou 3 de ces qualificatifs. Alors, un petit détour par Pierre Janet qui est à la base de toutes les conceptions de dissociation structurelle aujourd'hui. Et là, je vais être extrêmement réductrice et synthétique, mais c'est volontaire, parce que je pense que vous pouvez trouver beaucoup de choses là-dessus dans la littérature, et aussi parce que ces apports sont repris dans des termes plus modernes par les psys d'aujourd'hui qui s'intéressent à cette question. Mais l'aspect crucial qu'il a introduit, c'est la description de l'activité psychique comme une activité de synthèse. Aujourd'hui, on parle d'une activité d'intégration, mais l'idée est la même, l'idée est très moderne. Et il décrit que cette activité de synthèse peut échouer par la fatigue, par une intensité de l'émotion, et notamment dans les situations traumatisantes, éventuellement par la maladie. Et je pense que c'est implicite, mais aussi en fonction des moyens, c'est-à-dire en particulier chez l'enfant jeune, les capacités d'intégration, de synthèse, entre guillemets, sont beaucoup moins développées que chez l'adulte. Ensuite, dernier point, il décrit du coup un moi dissocié avec amnésie ou dépersonnalisation et ce qu'il appelle des idées fixes, qui sont ces reviviscences et ces situations qui vont être vécues comme difficiles dans le présent, qui vont être évitées par exemple dans le présent, du fait de ce qu'il appelle ces idées fixes. Donc on va y revenir avec des termes un petit peu différents. Et maintenant je vais vous parler de Pâques. Pâques approche et je vais vous décrire ce que c'est que la différence entre un souvenir normal et un souvenir traumatique. Alors, dans un souvenir normal, on a 3 choses. On a la coquille, le blanc, le jaune. Première chose, c'est la représentation de ce qui s'est passé. Cette représentation, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est une représentation, c'est une interprétation. Donc, il y a des choses qui sont distordues, il y a des choses qui n'ont pas été sélectionnées,
il y a des choses qui ont été retenues, mais un peu majorées dans leur importance par rapport aux souvenirs de base. Et il y a beaucoup de recherches sur la fiabilité des témoignages, notamment judiciaires, qui mettent en évidence que même le souvenir, la remémoration d'un souvenir relativement récent, chez différentes personnes qui étaient présentes au même événement, va être relativement biaisée. C'est une interprétation. On ne stocke pas nos œufs juste comme ça, on les digère, sauf la coquille. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on va intégrer et interpréter l'événement, tous les événements qu'on vit, en fonction de qui on est, et du coup, on ne va pas faire la même sélection que notre voisin, et certains vont voir des choses toutes bêtes, comme une paire de baskets rouges, et l'autre une paire de baskets vertes, et ainsi de suite, sans qu'on puisse vraiment s'expliquer ces phénomènes-là, mais évidemment, ça pose quand même assez de problèmes, potentiellement. Deuxième aspect de ce souvenir, somme toute assez ordinaire, c'est l'émotion. Et là, je parle de l'émotion que je ressens aujourd'hui, quand je pense à ce souvenir. Ce n'est pas l'émotion du souvenir. Par exemple, si je suis déprimée, que ça c'est un souvenir heureux, ben, je peux être très triste en pensant à ce souvenir-là. Et ça, c'est assez typique en ICV, à quel point, on parlera un petit peu de comment ça fonctionne, mais à quel point la façon dont on traverse la ligne du temps, qui est une liste de souvenirs sur laquelle on va travailler, va être vécue de façon très différente selon le point de départ. C'est-à-dire, si je pars d'un souvenir un souvenir de solitude, ben, il est probable que mon premier passage en revue des souvenirs de ma vie mette en évidence quasiment que des souvenirs où je me sens seule. Alors que c'est les mêmes souvenirs que d'habitude, mais je ne les lis pas du tout de la même façon. Et c'est ça qu'on est en train de nettoyer, parce qu'au passage suivant, ben, généralement, il y a autre chose. Et puis petit à petit, les choses se calment et on voit la liste, l'histoire de sa vie sous une autre perspective, mais qui n'est pas infiltrée de cette solitude chronique. Donc l'émotion, la représentation, l'émotion, ce que je ressens aujourd'hui quand je pense à ce souvenir. Et puis, ce que j'appellerais le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire le caractère autobiographique du souvenir. Parce que je peux avoir une représentation et une émotion et ce soit juste un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai des images en tête, ça me fait des choses, mais je sais que ça ne m'est pas arrivé pour de vrai. Vous voyez ? Et c'est cette différence-là, le sentiment d'appartenance autobiographique, qui nous indique implicitement que oui, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, ce n'est pas quelque chose que j'ai rêvé, ce n'est pas quelque chose que j'ai imaginé, ce n'est pas une histoire que j'ai lue, etc. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Et là aussi, ça peut être plus ou moins erroné. Bon. En tout cas, voilà les trois composantes du souvenir ordinaire. Maintenant, je sens que vous êtes beaucoup plus intéressés par celui-là. Je les surveille à la pause. Hein. Aucun œuf ne disparaîtra. Alors, le souvenir traumatique, ma proposition, c'est que la différence entre ce souvenir ordinaire et ce souvenir traumatique, c'est ça la dissociation. La dissociation peut se manifester au niveau de la représentation, c'est-à-dire que dans mon souvenir traumatique, ma représentation de ce qui s'est passé est dissociée, elle n'est pas disponible, partiellement ou totalement. C'est la caractéristique d'un souvenir traumatique. Évidemment, il y a une part d'amnésie dans le souvenir normal, mais ce n'est pas de l'amnésie de choses importantes. Ce n'est pas de l'amnésie de choses qui sont lestées au niveau émotionnel. On a fait un tri adaptatif des choses que je n'ai pas envie de retenir parce qu'elles ne servent à rien, et puis je vais retenir les choses intéressantes. On verra plus tard que pour retenir quelque chose, il faut qu'il y ait un minimum d'activation émotionnelle. Si je ne vis rien de passionnant pendant la conférence que j'écoute, je ne retiendrai rien. Voilà, d'où mes œufs de Pâques pour essayer de vous faire un peu d'émotion. C'est juste une stratégie pédagogique. Alors, donc on a un premier phénomène qui est l'amnésie. La représentation du souvenir de ce qui s'est passé n'est pas disponible. J'en ai une, mais elle n'est pas disponible. On a des fois un phénomène réactionnel à l'amnésie qui est cette hypermnésie qu'on a chez les personnes qui souffrent de trauma. Essayez de ne pas penser à cet œuf. Essayez de ne pas regarder cet œuf mentalement, de ne pas entendre son bruit, de ne pas voir sa jolie couleur dorée, de ne pas imaginer le goût du chocolat qui est dedans. Bon, il y a peut-être qui n'aiment pas le chocolat. C'est très difficile de faire abstraction de quelque chose auquel on essaye surtout de ne pas penser. Vous connaissez peut-être l'exercice de l'éléphant rose. Hein, pensez pas à l'éléphant rose, moi je trouve ça plus rigolo qu'un œuf de Pâques, mais c'est la même chose. Plus on essaye de ne pas penser à quelque chose, et typiquement ça génère aussi des troubles du sommeil par exemple. Oh là, j'ai une grosse conférence à donner demain, il ne faut surtout pas que j'y pense, sinon je ne vais pas m'endormir. Voilà. Et là, ça y est, c'est démarré, et on ne dort pas. Donc
tout ça, ça fait partie de la régulation du stress, ça a un lien avec la dissociation. Et donc le problème de l'amnésie, c'est qu'elle peut, si elle n'est pas tout à fait étanche, générer ces phénomènes de retour et d'attaque de la concentration, de la pensée et du sommeil par ces représentations qui reviennent constamment. Et parfois, ça peut être des représentations totalement détachées de quoi que ce soit d'autre. Je pense par exemple à certaines personnes que j'ai suivies qui, dans leur environnement, percevaient constamment des objets, ou encore plus fréquemment des visages qui leur rappelaient les événements traumatiques qu'ils avaient vécus. Mais il n'y avait pas forcément d'émotions associées. Souvent, il y a des émotions associées, mais pas toujours. Alors, deuxième problème de mon œuf de Pâques, c'est que c'est l'émotion qui peut être dissociée. Il m'est arrivé quelque chose de terrible, et ça ne me fait rien du tout. C'est pas quelque chose que j'ai intégré, donc je suis capable de dire bah, ça a été vraiment très dur, mais finalement, voilà ce que j'ai appris au cours de cette expérience-là, même si j'aurais probablement préféré que ça ne m'arrive pas. Donc ça, c'est normalement l'intégration du souvenir, ça va être le signe de ça. En revanche, s'il y a une anesthésie totale, je sais, je me souviens, je n'ai pas d'amnésie, je me souviens de ce qui m'était arrivé, je sais que c'est effroyable, mais ça ne me fait rien du tout. Bon, là, c'est aussi un signe de dissociation. Et puis, à l'inverse, on peut avoir, de façon réactionnelle à cette tentative d'essayer de s'anesthésier, des retours, là aussi, très invasifs, émotionnels ou sensoriels, parce que dans le souvenir traumatique, l'émotion, elle est aussi dans des sensations corporelles de ce qu'on a vécu, elle n'est pas encore à distance, comme dans le souvenir normal. Et donc, on peut avoir des sensations corporelles intrusives ou douloureuses liées à certains traumas auxquels on a été confronté. C'est assez typique dans des séquelles d'intervention médicale traumatique, par exemple. Et puis, troisième point, le sentiment que le souvenir m'appartient peut lui aussi être dissocié. Et par exemple, certains patients arrivent en disant « voilà, j'ai des flashs, je vois des choses terribles, mais je ne pense pas que ça me soit arrivé. » En général, ils arrivent plutôt au stade d'après, où ils me disent « au début, j'ai commencé à avoir des flashs et après, j'ai commencé à me souvenir. » Et vous voyez, cette différence montre qu'au début, ce n'était pas des souvenirs pour eux, dans leur vécu. Et la question se pose, c'est est-ce que c'est des vrais souvenirs ou est-ce que c'est des faux souvenirs? Je n'ouvrirai pas ce débat aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui s'y passe, c'est cette question du sentiment autobiographique, du sentiment d'appartenance. Est-ce que j'ai la sensation que même ces choses qui m'envahissent, qui me bouleversent, qui me font plein d'émotions, qui m'intrusent dans ma vie quotidienne, qu'elles m'appartiennent? Ou est-ce que j'ai le vécu que c'est quelque chose qui me harcèle quelque part presque de l'extérieur, enfin, qui est à l'intérieur de moi, mais qui ne vient pas de ma biographie? Et puis à l'inverse, ce que je vous propose, c'est que quand on a trop ce sentiment que le souvenir nous appartient, donc là aussi une réaction un peu opposée, enfin plutôt un aspect réactionnel au sentiment d'appartenance, enfin l'absence du sentiment d'appartenance, eh bien j'ai l'impression que mon souvenir est partout. Et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à moi que ça soit arrivé. Et on observe des gens qui traversent des états de solitude très importants du fait d'avoir cette impression de finalement, ma vie, c'est que ça. Oui, ils ont trop de sentiments d'appartenance autobiographique. Et ils ont cette impression de voir des situations à risque traumatique partout, par exemple. Ils se sentent envahis dans le « ça m'arrive tout le temps ». Et souvent avec donc c'est ce que j'appelle sentiment de persécution. Ce n'est pas au sens paranoïaque, hein, mais oui, c'est cette d'obsession dans le fait que je suis constamment agressée par ça dans ma vie d'aujourd'hui. Et souvent associé avec un sentiment de solitude important, personne ne peut comprendre ce qui m'est arrivé. Donc ça n'appartient qu'à moi. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là dans l'expérience traumatique qui fait partie de cette grande difficulté à la communiquer. Alors, je vais vous faire un petit tableau récapitulatif. C'est très très schématique, mais les schémas, ça permet d'avoir une pensée claire, même si l'être humain ne rentre pas dans des cases. Donc, grosso modo, la différence entre le souvenir ordinaire et le souvenir traumatique, c'est différents types de dissociation, que ce soit des choses qui sont absentes parce qu'elles sont étanches, dissociées de façon étanche, ou des éléments de souvenir qui sont présents en excès parce qu'ils reviennent à l'attaque et que la dissociation n'est pas suffisamment étanche pour les maintenir à l'écart. Et on a ces éléments tant au niveau de la représentation, de l'émotion, du sentiment d'appartenance autobiographique.
Et on rentrera dans le détail tout à l'heure des symptômes qui débouchent de ces différentes sous-cases, entre guillemets, c'est-à-dire des problèmes d'amnésie ou d'hypermnésie. Parce qu'évidemment, quand on a une hypermnésie, généralement, on cherche à trouver une solution pour se calmer. Et donc, on peut développer des solutions addictives, par exemple, ou des propensions au passage à l'acte, auto- ou hétéro-agressifs, etc. Donc, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la neurobiologie. Et je vais être, là encore, volontairement très réductrice. D'une part parce que je ne suis pas neurologue et neuroscientifique, d'autre part parce que je pense que l'essentiel c'est de comprendre le principe de ce qui se passe au niveau neurobiologique et pas forcément de connaître toutes les sous-parties qui sont activées par cœur, mais d'avoir une idée de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on a ces manifestations en cas de situation traumatique, donc qui va déborder le sujet? Eh bien, la première chose, c'est, vous savez sans doute que lorsque survient une situation de stress, on a, grosso modo, là je vais vraiment faire les grandes lignes, une activation du système noradrénergique. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mécanismes qui vont se mettre en œuvre pour nous permettre de lutter ou de fuir. Donc concrètement, on va avoir du sucre qui va être puisé dans les ressources pour se libérer dans le sang, pour être disponible pour l'activité musculaire. On va avoir un rythme cardiaque et respiratoire plus soutenu. Et on va avoir un certain nombre d'aspects de l'activité métabolique qui vont s'ajuster pour nous préparer à répondre à la situation de crise. Donc il s'agit d'un système d'alarme pour répondre à une crise aiguë. Le problème qu'on va rencontrer, c'est quand la situation perdure. Quand la situation perdure, ça veut dire que ce qu'on a mis en place initialement avec notre réaction de stress pour lutter ou fuir, n'a pas été opérant, puisqu'elle est encore là, cette situation. Je n'ai pas réussi à lutter, je n'ai pas réussi à fuir. Bon. Donc, on se trouve dans une situation d'impuissance. Concrètement, ce qu'on a découvert au cours des 15-20 dernières années essentiellement, c'est que cette situation d'impuissance face à ce qu'on appelle une peur sans solution génère une adaptation corporelle pour empêcher que la réaction de stress n'endommage l'organisme si elle dure. Et vous savez à quel point le stress peut être toxique s'il est chronique. Et donc l'exposition répétée ou durable à une situation de stress et d'impuissance va amener des aménagements. Et comment est-ce que je vais faire pour ne pas me rendre compte de l'horreur de ce qui m'arrive et dont je ne peux pas me tirer? Comment je vais faire? Eh bien, je vais la sous-détecter. Je vais m'anesthésier. Je ne vais plus sentir. C'est ce qu'on fait pour opérer quelqu'un. On va lui faire mal quelque part, on l'anesthésie pour pas qu'il ait mal. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui devient chronique, parfois, souvent, et on en reparlera pourquoi. Et que du coup, c'est une forme d'amputation. C'est-à-dire qu'il y a une partie de soi dont on ne va plus pouvoir se servir. Une partie de soi à laquelle on renonce. Pour dire les choses autrement, c'est un petit peu comme si on a dans un bâtiment un incendie qui se déclenche. Et puis les pompiers ne peuvent pas arriver à temps, donc je ne peux pas appeler de l'aide, activer mes systèmes d'attachement, je ne peux pas fuir, je suis enfermée dans cet immeuble, et en même temps je ne peux pas le combattre parce qu'il n'y a pas d'extincteur, en tout cas il n'y en a pas assez. Ma dernière solution de dernier recours, c'est de fermer les portes, colmater portes et fenêtres et d'aller me mettre dans un autre endroit de l'immeuble. D'accord ou pas? Bon. Donc typiquement, c'est un peu imagé, mais ça correspond à ce qu'on va mettre en place dans une situation d'impuissance, dans une situation de stress qui perdure. Et donc concrètement, au niveau neurobiologique, qu'est-ce que ça génère? Eh bien, on a une diminution, grosso modo, de l'activité système de stress classique. C'est-à-dire la noradrénaline, la dopamine vont se réduire. C'est plus la peine, j'ai plus besoin de tout ce système puisque j'ai plus besoin de lutter ou de fuir. Ça sert à rien. Donc il y a une forme de résignation qui se met en place. Mais en parallèle avec cette sous-activation du système de stress, puisqu'en fait c'est à ça que ça revient, va se mettre en place une hypersensibilité des récepteurs du système noradrénergique. Donc concrètement, j'ai moins de stress qui circule, mais mes récepteurs deviennent hypersensibles. Et du coup, ça va donner une présentation clinique et un vécu très binaire, avec d'une part, dans les situations d'absence de menace, quelqu'un qui semble relativement anesthésié. Donc ça, c'est quand ce phénomène devient chronique et s'installe, et on décrira tout à l'heure comment il peut s'installer.
Donc, c'est ce qu'on appelle assez souvent la dissociation. En général, la dissociation, on parle plutôt de cet aspect-là des manifestations, mais c'est vraiment discutable. C'est ce qu'on appelle aussi l'hypoactivation. C'est-à-dire qu'on est plutôt en dessous de ce qui nous fait réagir, en termes physiologiques, là où d'autres vont réagir un petit peu plus tôt. Et concrètement, le problème, c'est qu'on va moins facilement se sentir vivant. On va moins facilement réagir, parce que l'adrénaline, c'est aussi important dans la vie de tous les jours. On va moins facilement réagir de façon plaisante et de façon à vibrer, à sentir quelque chose face à des événements ordinaires, mais agréables. Donc on a ces moments d'absence de menace et d'anesthésie émotionnelle apparente. Et puis, ils alternent souvent avec des moments de réactivation traumatique qui vont correspondre à une hyperactivation massive du système de stress, puisque une fois que le seuil de déclenchement des hormones de stress et du système de stress est activé et atteint, les récepteurs sont hypersensibles. Donc très vite, pour la même dose, on va avoir une réaction de stress massive. Et c'est ce qu'on observe chez beaucoup de ces patients traumatisés qui, au moment où ils sont réactivés, vont avoir énormément d'angoisse, par exemple, parfois même sans avoir conscience de ce qui a déclenché cette angoisse. Alors que quand on fait un petit travail d'enquête rétrospectif, on se rend compte qu'il y a eu une activation. Et typiquement, la patiente dont je vous parlais tout à l'heure avec Sophie d'avant n'a pas réalisé tout de suite pourquoi elle avait été plongée dans cet état-là. Et quand je lui ai demandé « mais qu'est-ce que vous avez fait juste avant ?» C'était ça. Je pense à une autre personne qui allait des fois tout d'un coup se cacher dans un coin de sa maison. Et donc évidemment, ses proches se posaient des questions, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle va se cacher? Et un jour, elle m'a dit, ça m'est arrivé hier, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait aucune idée. Elle m'a dit, je regardais la télé. Alors, la télé est vraiment un activateur massif, ça c'est vraiment une mauvaise idée comme invention de ce point de vue-là. Et elle me dit, mais je regardais un reportage sur des foyers hébergeant des enfants maltraités. Et cette femme a eu des antécédents de violences physiques par son beau-père étant enfant. Et typiquement, c'est ce qu'elle allait faire quand ils étaient plusieurs dans la fratrie. Donc quand l'énervement commençait à monter chez le beau-père, il y avait cette réaction de peur et de tentative de préservation qui se mettait en place et qui a été en quelque sorte figée comme telle, enregistrée comme telle et qui ressortait dès que le système était réactivé par des choses similaires. Donc, on connaît assez bien ces choses-là dans les systèmes de stress et on va y revenir tout à l'heure. Alors ça m'amène à vous parler de la différence fondamentale entre un souvenir normal et un souvenir traumatique. Alors, je vous ai montré finalement qu'il y avait ces dissociations possibles, la représentation de l'émotion ou du sentiment autobiographique. Mais qu'est-ce qui va faire ça? Ce qui va faire ça, c'est que cet œuf-là, alors vous êtes un peu trop loin, vous allez avoir besoin de me croire sur parole, mais vous en avez certainement chez vous, il a été pondu. C'est marqué dessus. Bon, je l'ai cuit, alors on le voit moins bien. Pondu le 7 mars. C'est un souvenir du 7 mars. C'est la différence fondamentale entre celui-là, qui est pondu, et celui-là, qui est fondu. L'œuf pondu est daté. C'est-à-dire qu'il est passé, pour simplifier vraiment de façon extrême, il est passé notamment entre les mains de l'hippocampe. C'est-à-dire qu'il a été traité par l'hippocampe, qui est une structure cérébrale qui permet notamment le repérage spatio-temporel. Et on s'est rendu compte que le souvenir traumatique déborde l'hippocampe et que c'est ce débordement de l'hippocampe qui génère les réactions dissociatives. Donc concrètement, le souvenir normal, il est vécu comme passé. Je sens de souvenir quand j'y pense que c'est passé. Et généralement, j'ai à peu près une idée du moment où c'est survenu. Soit du contexte relatif, soit du contexte global, c'est-à-dire à quel moment dans ma vie. Donc, ce souvenir-là, c'est ça que j'appelle pondu, il est situé dans un certain contexte temporel. Le souvenir traumatique, eh bien, le problème, c'est qu'il est vécu comme présent, il est vécu comme actuel, et il occulte partiellement ou totalement son contexte. Et typiquement, si vous demandez à quelqu'un qui a vécu quelque chose de traumatique et qui n'est pas encore traité, comment ça s'est terminé, eh bien souvent, ils ne savent pas nous dire. Ou en tout cas, c'est vraiment typiquement quelque chose qui n'émerge pas dans le récit spontané. Et ça fait partie des choses qui émergent généralement au cours du travail sur un souvenir traumatique. C'est que tout d'un coup,
Je pense à un de mes patients, il a été attaché comme mode de punition étant enfant pendant une certaine durée. Et à un moment donné du travail qu'on fait ensemble, il se souvient, en retrouvant la sensation corporelle, du moment où il est détaché. Et ça n'était, pour ainsi dire, pas disponible. Il me dit, mais je n'avais pas pensé à cet aspect-là depuis très longtemps. En fait, je l'avais complètement oublié. Et tout d'un coup, le fait de se souvenir comment ça s'est terminé lui permet d'intégrer que ça s'est terminé. Parce que le problème de l'œuf de Pâques, c'est que les gens nous disent « Je sais bien qu'il a été produit à un moment donné, mais ce n'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il est éternel, qu'il est toujours là, qu'il est toujours en train d'être fabriqué, d'être produit, d'être actif. Et c'est ça, cette présence qu'on va avoir de façon régulière, quotidienne parfois. » Alors ça m'amène à la notion de conscience autonoétique qui a été développée par Tulving, qui a décrit notamment un patient ayant vécu un traumatisme crânien et qui n'est pas capable de se remémorer, de resituer ce qu'il a vécu dans le temps. Et donc il a décrit comme conscience autonoétique cette capacité à voyager à l'intérieur de soi, dans le passé, dans le présent, dans le futur, et à se situer par rapport à ces trois espaces. Donc c'est cette capacité à revivre des événements du passé, tout en sentant que ce sont des souvenirs. C'est-à-dire qu'on peut en être affecté, ça peut nous faire quelque chose, c'est pas qu'on est anesthésié, mais on a la sensation que ce sont des souvenirs. On n'a pas la sensation qu'ils sont encore en train d'arriver, ce qui est vraiment le propre du souvenir traumatique. La définition que Putnam a donnée en 1994 de la dissociation structurelle, il le décrit, du fait de toutes ses recherches, comme un processus psychophysiologique altérant la capacité à accéder à ses souvenirs et ses connaissances, l'intégration du comportement, on a à nouveau cette notion d'intégration qui ne nous quitte pas, et le sens de soi. Et on va passer un petit peu plus en revue cette question du soi tout à l'heure. Alors, quelques mots sur les modèles de dissociation structurelle. Tout se base sur les apports de Pierre Janet. Myers a repris les apports de Pierre Janet, lui-même a été repris par Van der Art, Nijinhuis et Steele, dans leur ouvrage en particulier sur le soi, qui s'appelle Le soi hanté, qui est vraiment la base de référence de la plupart des gens aujourd'hui qui utilisent la notion de dissociation structurelle. Alors voilà comment ils définissent la dissociation. Un manque d'intégration, je crois qu'on est d'accord, parmi deux ou plusieurs sous-systèmes psychobiologiques, qui est de nouveau cette idée de quelque chose qui est sous-tendu par la réalité neurologique, biologique, de la personnalité comme système entier, ces sous-systèmes endossant chacun au moins un sens de soi rudimentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une émotion, c'est une façon de lire la vie, de me rapporter aux autres et à la vie, qui est enquistée dans ces souvenirs traumatiques qui se sont chronicisés et qui se sont intégrés. Ce n'est pas juste un souvenir traumatique, c'est un ensemble de souvenirs traumatiques qui se sont en quelque sorte cristallisés ensemble au moment de la construction de la personnalité, c'est-à-dire au moment de la construction de cette perception de soi et des autres et de la construction du sens du soi. Alors c'est peut-être un peu compliqué à ce stade par rapport aux choses qu'on a vues, mais on va revenir sur ces aspects-là tout à l'heure. Juste à titre anecdotique, ces auteurs décrivent une partie apparemment normale du fonctionnement avec une mission adaptative de cette panne et puis une ou des parties émotionnelles qui sont liées à ces capsules de souvenirs ou de moments traumatiques. Et donc pour eux, et là ils s'inspirent aussi de Janet, la personnalité implique une gamme de systèmes d'action et c'est ça qui va différencier les activités ou les missions de la panne et les missions ou la réalité des PE. Les activités de la vie de tous les jours, c'est la mission de la partie apparemment normale, c'est-à-dire elle est chargée de gérer l'adaptation et notamment au travail, au jeu, l'apprentissage, la relation aux autres, la régulation énergétique, le comportement sexuel et de reproduction. Donc voilà la définition de ce qu'on appelle l'adaptation dont est en charge la partie apparemment normale qui va
autant que possible, essayer d'éviter les parties émotionnelles. C'est-à-dire que généralement, la partie apparemment normale est phobique des parties émotionnelles, elle sait plus ou moins où elle se trouve, et c'est elle qui va mettre en place les comportements d'évitement pour ne pas se retrouver dans une situation où on va être activé par des émotions du passé. Et les parties émotionnelles, elles sont en charge du système de défense face au danger, c'est-à-dire l'appel d'une figure d'attachement, l'appel à un ami, voilà, c'est une stratégie de lutte contre le stress, le combat, la fuite ou la soumission. Alors, le problème de ces parties émotionnelles, c'est que du fait de ces processus dissociatifs et de la réalité neurobiologique qui semble les sous-tendre, les émotions et les sensations qui leur sont associées sont stockées telles quelles. Et donc, quand elles sont activées, comme elles ne sont pas datées, cette activité de défense face au danger est également déclenchée. C'est-à-dire que le système, le corps, réagit comme si comme s'il fallait encore se défendre de l'événement. C'est-à-dire typiquement, quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui, à chaque fois qu'il monte dans une voiture, se met à trembler, avoir le cœur qui bat, les mains moites, il est en train de se préparer à l'accident qu'il pense qu'il est en train de vivre, ou plutôt qu'il ressent qu'il est en train de vivre. Et il peut savoir, de façon très rationnelle, que c'était il y a 15 ans et qu'il n'est plus au même moment de sa vie et qu'il s'en est tiré. Si son corps ne le sait pas, c'est-à-dire si ce n'est pas quelque chose qu'il sent, ça ne change pas grand-chose à ses symptômes. Un dernier point là-dessus, ces auteurs décrivent 3 niveaux de dissociation structurelle. Alors, pour simplifier, donc, le niveau de dissociation structurelle primaire, qui correspond à... On a une partie apparemment normale qui fonctionne relativement bien et qui est confrontée à un épisode traumatique ou plusieurs épisodes traumatiques, mais isolés les uns des autres, et qui vont simplement être encapsulés, mais qui vont être simplement encapsulés tels quels et qui ne sont pas particulièrement intriqués dans la construction de la personnalité. Et c'est typiquement cet exemple de l'accident de voiture. C'est-à-dire que ça va être handicapant et ça va généralement faire développer des stratégies d'évitement, parfois des intrusions, des cauchemars, etc. Mais ça reste très circonscrit finalement. Donc on décrit souvent les traumatismes simples, un certain nombre de SPT rentrent dans cette catégorie, l'amnésie dissociative, les troubles somatoformes, et au niveau thérapeutique, c'est ceux qui sont les plus simples à prendre en charge. Ensuite, ils décrivent la dissociation structurelle secondaire avec ce qu'ils appellent les ESPT complexes, les traumas complexes. Là, c'est l'idée qu'on a une succession de traumas qui sont incrustés dans la construction de la relation d'attachement et donc qui vont aussi s'incruster dans le fonctionnement de personnalité et à orienter l'interprétation des interactions avec le monde et avec les autres, notamment dans les relations d'attachement. Donc on va observer dans ces tableaux des troubles de la personnalité liés à un trauma, ou plutôt à une succession de traumas, généralement dans l'enfance, des troubles dissociatifs complexes, des troubles anxio-dépressifs chroniques, qui en fait masquent une histoire traumatique chronique, mais qui, comme elle était chronique, a généré une adaptation du système différente de la dissociation structurelle primaire, et qui généralement va générer un tableau beaucoup moins typique et donc beaucoup plus difficile à décoder, à dépister. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive en vous disant « je fais des cauchemars, que j'ai des accidents de voiture, j'arrive pas à monter dans ma voiture », qu'est-ce qu'on va lui demander? Vous avez eu un accident de voiture? Ça semble assez logique. Là, quand quelqu'un arrive avec une plainte anxio-dépressive chronique, à moins d'être sensibilisé à la question, ce n'est pas forcément la première question à laquelle on va penser, à savoir les antécédents de trauma. Et puis, le troisième niveau, c'est la dissociation structurelle tertiaire, qui est décrit comme les troubles de personnalité multiples ou le trouble dissociatif de l'identité. C'est deux appellations de la même chose. Et dans ces deux appellations, l'idée, c'est qu'il y a en fait eu tellement de traumas que même la partie apparemment normale a dû se fragmenter. Et donc, on a différents types de gestion des actions de la vie quotidienne. Et on va avoir un certain nombre de manifestations, notamment des choses qui vont être réalisées et dont on a les preuves manifestes, mais dont on a quasiment tout oublié, des gens qu'on croise dans la rue, qui nous reconnaissent alors qu'on ne sait pas qui c'est, etc., etc.
Donc là, il y a un pan entier de l'expérience qui peut être indisponible du fait qu'il est géré par une autre partie apparemment normale. Deuxième modèle, beaucoup plus simple, mais que je veux quand même mentionner de la dissociation structurelle, c'est la notion d'état du moi. Il y a beaucoup d'auteurs qui se basent sur cette notion. L'idée, c'est simplement, c'est vraiment beaucoup plus simple, on ne parle pas de niveau de dissociation, on ne s'intéresse pas particulièrement à leur mission, mais on constate qu'il y a des moments émotionnels, de réactivation émotionnelle, qui font sortir des états du moi, qui sont ce qu'on appelle dans l'autre système les parties émotionnelles, c'est-à-dire des émotions encodées, stockées telles quelles, qui sont d'origine traumatique et qui viennent parasiter le soi, qui correspond plus ou moins à la partie apparemment normale de l'autre théorie. Donc c'est notamment issu de certains théoriciens, en particulier de l'hypnose, et de Richard Schwartz, qui a développé une thérapie qui s'appelle Internal Family Systems, c'est les systèmes familiaux internes. Donc l'idée, en gros, un peu comme l'a développé Anzieu, que le psychisme fonctionne comme un groupe, qu'il se construit par identification notamment aux personnes qui l'entourent, qui vont incarner certaines fonctions ou certains vécus psychiques. Et donc on peut, en s'inspirant de la thérapie familiale, imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir générer des compromis entre différentes parties psychiques qui n'ont pas les mêmes objectifs, pas les mêmes vécus, pas les mêmes intérêts. Dernier point, l'idée donc c'est d'un travail thérapeutique et de connexion, voire d'intégration entre ces différentes parties, mais ça c'est le point commun à ces deux modèles. Donc dans les grandes lignes, dans les deux cas, on a l'idée d'une partie du sujet qui gère plus ou moins bien et comme il peut en évitant, donc qui gère la vie quotidienne, en évitant les mines émotionnelles pour ne pas sauter dessus. Et évidemment, cet évitement peut devenir extrêmement handicapant. Plus les mines sont nombreuses ou moins elles sont dissociées de façon efficace. On décrit donc plusieurs parties saturées en émotions, vécues comme actuelles, potentiellement explosives et dissociées d'origine traumatique. Et enfin, dans les deux cas, l'objectif thérapeutique, c'est l'intégration, on n'est pas étonné. On va s'intéresser à la façon dont on peut comprendre au niveau développemental que la dissociation structurelle se met en place suite à soit à risque de se mettre en place suite à un certain type d'histoire précoce. Parce qu'en fait, de façon assez typique, dans les premiers écrits sur la dissociation structurelle, on a dit « Ouh là là, attention, quand il y a ce genre de manifestation, c'est souvent qu'il y a un certain nombre d'antécédents traumatiques. » Alors je dirais oui, mais pas que. C'est-à-dire que ce n'est pas l'accumulation ou la précocité des incidents traumatiques qui génèrent la dissociation à elle seule, c'est une combinaison avec la façon dont ces incidents vont pouvoir être régulés par le parent, par le moi auxiliaire, autrement dit. Et c'est ça qu'on va passer en revue maintenant. Alors, quelques évidences. Je crois qu'à travers toutes les théories du fonctionnement psychique, il y a une chose remarquable qu'on a en commun, c'est qu'on décrit le psychisme comme associatif. C'est-à-dire qu'on a une activité que Pierre Janet décrivait comme cette activité de synthèse. On a une activité constante d'association entre les souvenirs, les pensées, les affects, les sensations corporelles, les représentations. C'est-à-dire, que me rappelle cette personne que je vois en ce moment? Elle me rappelle telle personne, elle ressemble à telle autre, elle me fait penser à telle autre situation, etc. Et tout ça se fait de façon implicite et c'est très économique. Évidemment, ça se fait généralement de façon inconsciente. Et on est en train de traiter de façon automatique la situation dans laquelle on se trouve, avec un gain de temps considérable par rapport à si on devait analyser chaque petite composante de la situation en détail. Hermann Hesse dit « Il semble que ce soit un besoin impérieux et inné pour les hommes de se considérer soi-même en tant qu'unité, bien que souvent mise à mal, cette illusion se perpétue. » Donc je trouve que c'est intéressant de souligner ça parce qu'effectivement, je pense qu'on a une tension vers l'unité et qu'on n'est jamais totalement unifié. Donc la dissociation, ce n'est pas forcément un phénomène massivement pathologique, c'est juste qu'on vit une succession d'états et d'expériences extrêmement différentes au cours de la vie et qu'on a une grosse mission, une grosse tâche qui est d'essayer de faire le lien, de la connexion de qui je suis pour avoir vécu des choses très différentes et toujours être la même personne. Donc c'est un peu notre défi.
c'est de construire l'identité, de construire le soi à travers cette diversité d'expériences. Et je pense que cette activité d'association est typique de cette tension. Et l'activité de mettre du sens est aussi typique de cette tension. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? L'association permet une intégration du vécu actuel au vécu passé, donc l'assimilation de ce que je suis en train de traverser à l'image que j'ai de moi-même, des autres et du monde. Et typiquement, le trauma va être décrit comme ayant un impact sur cette représentation qu'on a de soi-même, des autres et ou du monde. Et donc la santé mentale, dans ce modèle, est décrite comme l'état d'intégration, sachant que cet état ne peut pas vraiment être absolu, mais qu'on y tend. Autrement dit, quand on voit que spontanément le système a une tendance, une envie spontanée d'associer les choses, de faire des liens, des fois là où il n'y en a pas, de mettre du sens là où il n'y en a pas, de voir des formes qu'on connaît dans les nuages. Non mais attendez, dans des taches d'encre. Attendez, c'est juste le cerveau qui a besoin de mettre du sens. C'est juste le cerveau qui ne supporte pas que quelque chose n'ait pas de forme, ne soit pas associé à une expérience qu'il a déjà. Et c'est pour ça que le test de Rorschach marche si bien. Ensuite, donc le point qui en découle, c'est que la dissociation, elle est extrêmement antinaturelle. Elle est complètement aux antipodes de ce qu'on a envie de faire spontanément. Et ça souligne, je trouve, son mécanisme d'urgence. C'est vraiment quelque chose que je ne vais faire qu'en dernier recours. Je vais renoncer à cette immense tentation de construction de ma vie et de mon identité, qui est d'intégrer les choses et de faire du lien, que si vraiment, en intégrant cette chose-là au reste de mon fonctionnement, je vais être complètement envahie. C'est-à-dire que pour éviter la contagion anxieuse, la contagion émotionnelle par le trauma, c'est la dernière chose que je vais pouvoir faire. Donc l'idée, c'est d'avoir en tête que cette dissociation, elle est pas du tout, elle fait pas du tout partie du fonctionnement vers lequel on tend habituellement et qu'elle signe un mécanisme vraiment d'urgence et assez inhabituel. Alors maintenant, on va passer un peu par la perspective développementale. Quelques mots sur comment est-ce qu'on décrit aujourd'hui, dans le développement de l'enfant, les facteurs qui vont avoir un impact sur la propension à se dissocier ou non. C'est-à-dire la capacité à intégrer son expérience. Dans cette perspective, on part du principe que le développement est constitué d'une série de réorganisations. Autrement dit, les expériences précoces sont le support de l'adaptation ultérieure. Autrement dit, l'expérience se sédimente sur les niveaux d'expérience précédents et l'expérience a un côté cumulatif. Et donc cette perspective accorde évidemment une importance cruciale aux premières expériences et au développement précoce. Autrement dit, on met particulièrement l'accent sur une période du développement qui est difficile d'accès ultérieurement au niveau conscient, qui est la période durant laquelle on va assimiler les expériences de façon implicite. C'est-à-dire que quand on est, ce qui va nous permettre de générer des souvenirs explicites, c'est-à-dire des souvenirs qu'on peut se raconter, en particulier l'hippocampe, est extrêmement immature. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas de souvenirs avant 2, voire 3, 4 ans. Et l'hippocampe va se développer et en parallèle va se développer la capacité de verbalisation, la capacité de situer les choses dans le temps, c'est-à-dire de générer une chronologie. Et c'est très difficile pour un tout petit enfant, même qui sait déjà parler, de situer les choses dans le temps, de dire quand ça s'est passé, de pouvoir dire, de raconter un récit dans l'ordre. Et voilà, donc c'est toute cette activité-là qui se met en place et qui permet de emmagasiner des souvenirs sous une forme explicite. Alors pendant longtemps, c'était très pratique parce qu'on se disait oh, les petits, on peut tout leur faire, de toute façon, ils ne se souviennent de rien. Sauf que, voilà, c'est pas du tout ça, c'est même plutôt pire, c'est-à-dire que non seulement ils se souviennent, mais c'est utilisé comme base de fonctionnement dans la vie quotidienne sans qu'on puisse y avoir accès, en tout cas de façon consciente et verbale. Donc on est bien ennuyé parce que nous, c'est notamment avec ça qu'on travaille dans les thérapies classiques, c'est avec la verbalisation, avec la narration, la mise en forme de souvenirs conscients, l'association entre ces différents souvenirs. Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ces expériences qui
en revanche, sont cruciales pour tout notre système de valeurs, de développement, d'interprétation de la vie, de soi-même ultérieure. Alors on a un souci aussi, c'est que, en fait, même si l'hippocampe est immature, là aussi je suis volontairement simplificatrice pour simplement que vous reteniez les idées principales, mais en fait le système limbique et l'amygdale, qui notamment est impliquée dans la peur, sont déjà matures à la naissance. Donc on a déjà des sensations, on a déjà des émotions, et le système limbique, vous savez, travaille, associe émotion et mémoire. Et c'est lui notamment qui amène à ce phénomène qu'on mémorise uniquement les choses qui nous font quelque chose, des situations qui génèrent des émotions. Donc on a un problème. Maintenant, au niveau cérébral, on l'a objectivé, les tout petits mémorisent les choses, engrangent l'expérience, même si après ils ne peuvent pas la raconter. Ce n'est pas un souvenir explicite, c'est un souvenir implicite. Et donc, une des questions qui va se poser, c'est comment dépister et prendre en charge les enfants ou les adultes qui ont vécu des traumas précoces et des abus précoces. Et ça va être vraiment particulièrement complexe et important à la fois. Alors un petit mot sur le développement cérébral et le rôle de l'attachement. Donc un petit rappel de ce que je viens de vous dire. Les systèmes limbiques se myélinisent de 0 à 18 mois. Donc ils commencent à se développer progressivement et à développer donc, ces capacités d'associer à une expérience mnésique et une expérience de mémorisation. En même temps, on a une poussée de croissance au niveau de l'hémisphère droit, qui est lui-même très lié au système limbique. Alors on a un peu remis en cause ces expressions de hémisphère droit, hémisphère gauche. N'empêche qu'il y a quand même une latéralisation, une tendance à la latéralisation cérébrale, avec plutôt quelque chose de l'ordre du rationnel, du verbal, de l'analyse logique dans l'hémisphère gauche, et dans l'hémisphère droit, quelque chose qui est plus proche de l'activité onirique, de l'image, des sensations, des émotions. Donc on a ce développement, cette poussée de croissance au niveau de l'hémisphère droit, et en particulier des systèmes émotionnels. Et ce que Shor développe, c'est l'idée que l'attachement impacte les zones limbiques et corticales de l'hémisphère droit en développement. C'est-à-dire que ce développement cérébral précoce de ces zones impliquées dans les émotions et la mémoire va se faire dans le cadre de la relation d'attachement. Et je vais vous en dire un petit peu ultérieurement. Alors, le développement du soi, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle ? Grosso modo, c'est l'idée que la disponibilité et la compétence de l'environnement précoce va avoir un impact sur l'estime de soi, le sentiment de compétence et de puissance. Tout simplement parce que les attitudes générées au sein de la relation de soins précoce posent la base d'une perception de soi comme méritant et étant capable de susciter le soin et la réactivité d'autrui. C'est-à-dire que si je suis un bébé et que j'ai un environnement qui répond à mes pleurs et qui répond de façon ajustée, adaptée, harmonieuse, alors ça va me donner l'illusion que je suis compétent. Ça va me donner l'impression que je le mérite, que je suis important. Et c'est très important pour le petit bébé de faire cette expérience d'être le centre du monde pour ceux qui sont ces figures d'attachement. Autrement dit, cette relation de soins primaire offre la base de la régulation émotionnelle, physiologique et affective. C'est parce que dans les moments de crise, j'ai le soutien et les tentatives de soulagement de mes parents qui se demandent vraiment pourquoi je pleure, que petit à petit, j'apprends à éteindre ces débordements émotionnels et à savoir qu'ils ont une fin et que je suis en sécurité. Les premières pierres de la régulation émotionnelle sont posées par l'expérience physiologique et affective précoce au sein de la relation de soins primaire. Et là, en l'occurrence, ce qui m'a intéressé dans cette citation, c'est qu'il parle de synchronicité émotionnelle et de modulation de la détresse. Et je trouve que ça décrit vraiment bien cet ajustement qui va se faire notamment entre la mère et le bébé. Et vous savez que le tout petit, le bébé en particulier, est particulièrement orienté vers l'attraction vers les visages féminins, par exemple. Donc c'est pour ça que je dis la mère, ce n'est pas un parti pris absolu, c'est aussi qu'il y a une réalité cérébrale qui oriente le tout petit vers une recherche d'intérêt et d'attention de la mère.
Autrement dit, les constructions de capacités d'autorégulation émotionnelle, pour reprendre ce qui a été vraiment beaucoup décrit au niveau de la littérature psychanalytique, elle se base sur la présence du moi auxiliaire, donc certains ont décrit sous cet angle-là, d'autres ont décrit en termes de capacité de parexcitation, et je pense en particulier aussi aux écrits de Winnicott, et puis Bion parle de fonction alpha, c'est-à-dire de cette capacité de la mère de récupérer les vécus primaires de son enfant, archaïque, et d'en faire quelque chose de plus élaboré par l'intermédiaire de sa pensée. Donc c'est les échanges, notamment entre le babil de l'enfant et l'interprétation que va en faire sa mère, et son bain de langage, qui petit à petit vont permettre ce développement et cette petite distance émotionnelle. Un nouveau-né, typiquement, on ne va pas l'exposer à trop de bruit, à trop de lumière, il a vraiment une capacité de tolérance sensorielle et émotionnelle extrêmement réduite. Et petit à petit, si tout va bien, à l'âge adulte, on peut en tolérer quand même beaucoup plus. Et donc, une autre citation de Carlson, Yates et Sroufe. Une base émotionnelle consistante, issue d'un parentage précoce soutenant, offre un soubassement solide à une modulation émotionnelle, un contrôle des impulsions et une adaptation aux demandes de l'environnement souple et efficace. Donc, je trouve ça très intéressant qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ne soient pas des psychanalystes, qui lisent, qui associent ce développement neurobiologique précoce avec le développement d'un certain type de fonction, notamment de modulation émotionnelle, et que ça confirme les élaborations de longue date des psychanalystes sur le développement du tout-petit. Est-ce que ça va jusque-là? Bon. Alors, du coup, il en résulte des effets des distorsions du parentage sur la régulation émotionnelle du tout petit et du tout petit qui devient grand. Lorsque les émotions échouent de façon répétée à atteindre leur objectif, lorsqu'elles sont constamment activées ou quand leur expression est bloquée ou punie, il en résulte des distorsions relationnelles. Alors moi qui fréquente les parcs, j'essaie de ne pas m'inspirer des parents que je côtoie parfois. Mais non, t'as pas mal, mais pleure pas. Si tu continues de faire ton caprice, je te laisse là. Bon. Ah, donc les punitions et les réprimandes, la répression systématique de certains types d'émotions sont aussi, je trouve, c'est intéressant que ce soit inclus dans cette description. Et c'est assez banal. Hein. Malheureusement, c'est assez banal. Les distorsions de la régulation émotionnelle et les distorsions comportementales défensives qui leur sont associées sont donc révélatrices de distorsions du parentage, se manifestant comme un mauvais accordage entre le parentage et l'expérience et les besoins émotionnels de l'enfant. J'enfonce une porte ouverte, hein, mais ça fait tellement de bien de le voir écrit. Et alors, je vais faire une petite aparté. Il y a un psychiatre neuroscientifique américain qui s'appelle Daniel Siegel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, très intéressant, il a un site internet, si vous tapez son nom sur internet, vous le trouverez. Il parle de cet ajustement émotionnel en fonction des stades que traverse l'enfant et de ses besoins émotionnels. Et notamment, il décrit le fait que le caprice ne peut pas arriver avant au moins 3 ans et quelques, parce qu'il faut pouvoir anticiper de façon relativement élaborée la réaction de l'autre pour pouvoir mettre en place un caprice et que les zones du cerveau en question ne sont pas encore matures. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle The Whole Brain Child, donc l'enfant au cerveau complet, on va dire. Et cet ouvrage est un ouvrage qui se veut à destination non seulement des professionnels, mais aussi des parents, où il décrit phase par phase le développement émotionnel cérébral du tout petit, c'est-à-dire comment décoder le développement émotionnel du tout petit à la lueur de son développement cérébral. Et il décrit comment, enfin, il donne des petites indications de ce qu'il suggère au niveau éducatif comme réponse pour répondre aux besoins développementaux de l'enfant au niveau purement cérébral, quoi, si on veut. Et c'est vraiment intéressant. Il a même des fiches pense-bêtes à la fin pour récapituler tout ça. C'est très pédagogique. Donc voilà, si vous vous intéressez à ça, ça vaut la peine de s'y pencher. The Whole Brain Child. Et lui s'appelle Daniel Siegel. Il y a Isabelle Filetta qui a Ouais. un peu raccourci, mais Oui. qui donne des choses concrètes pour penser. Voilà. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Mais effectivement, Isabelle Filiosa est dans la même
même courant, quoi. Qu'elle a donné des choses concrètes pour me donner aux parents, Ouais. à 3 ans, ou 6 ans, 11 ans, et c'est Ouais. C'est plus accessible pour ceux qui ne disent pas l'anglais, c'est vrai. Alors, maintenant, je vais connecter tout ça avec la notion de récit autobiographique. Je vais encore enfoncer une porte ouverte, mais c'est aussi une citation qui m'a tentée. Le langage et l'interaction interpersonnelle permettent la création d'un récit narratif et d'un échange verbal qui connecte l'expérience au soi et permet l'intégration des affects, des pensées, de l'information sensorielle. Et vous pensez bien que mon mot-clé, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'ils reprennent ce que la psychanalyse a décrit depuis des décennies, à savoir que c'est ce partage verbal, narratif dans la relation d'attachement qui va permettre l'intégration de l'expérience au soi. Autrement dit, autre aspect, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été mis en évidence qu'un récit autobiographique cohérent est prédicteur, à l'âge adulte, est prédicteur d'un attachement sécure. C'est-à-dire que si ce qu'on raconte, par exemple quand on donne des adjectifs pour décrire ses parents et qu'ensuite on raconte des anecdotes pour illustrer ces adjectifs, si ces deux éléments sont cohérents, à ce moment-là, c'est prédicteur d'un attachement sécure. Si je dis « Ah, mon père, il était fantastique, je l'adorais, il était toujours là quand j'avais besoin », et quand je dis « Non, ça c'est déjà un petit exemple, il était fantastique, il était très gentil », je pense à une patiente qui m'a dit ça, et puis en fait, elle a été victime d'inceste et de violences physiques caractérisées, mais les représentations qu'elle a, défensives bien sûr, ne collent pas du tout avec la réalité de ce qui s'est passé. Donc quand on demande des exemples, on se rend compte que ça n'est absolument pas cohérent, et donc il n'y a pas cette intégration au niveau du récit autobiographique entre les représentations et ce qui a été vraiment vécu. Et encore un dernier point qui nous intéresse, c'est qu'on s'est rendu compte que la résilience, le facteur principal permettant la résilience, avec laquelle elle est corrélée, c'est la présence de cet attachement sécure. Donc cette capacité à réaliser un récit autobiographique cohérent, intégrant le maximum d'éléments de son expérience, dans le cas d'une relation d'attachement, est un facteur d'intégration et évidemment de résilience. Donc ça nous permet d'apprendre progressivement à assimiler les aspects de l'expérience grâce au soutien de la relation d'attachement et à nous préparer à assimiler même des expériences potentiellement traumatiques. Alors un petit mot sur la fenêtre de tolérance. Là je cite un article de Hélène Delucci qui est paru l'année dernière dans Thérapie familiale. J'ai mis les références à la fin, il est vraiment très intéressant. Elle décrit simplement le fait que ce que Siegel a décrit aussi, c'est qu'il y a une zone d'activation optimale pour pouvoir intégrer une expérience. C'est-à-dire qu'il faut que je ressente suffisamment, c'est-à-dire que je sois au-dessus de la barre bleue. Sinon, en dessous, je suis hypoactivée et ça ne me fait pas grand-chose. Mais il ne faut pas que je ressente trop. Et c'est ça qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est cette zone dans laquelle je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir assimiler une expérience. Dans le cas du trauma, on a un phénomène qui est le suivant, qui est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Ici, on a le trauma qui survient. Généralement, un trop-plein, évidemment le trauma, c'est un trop-plein d'informations et l'hippocampe notamment est saturé, il ne peut pas traiter et digérer l'information, l'intégrer. Et souvent, donc, dans la dissociation, cette adaptation assez rapide qui passe de l'hyperactivation, si le trauma dure, à un état d'hypoactivation et avec des moments où on peut être réactivé par des situations similaires après coup. Alors, comment se construisent les tendances dissociatives dans ce contexte? Bien évidemment, il s'agit d'expériences de débordement de cette fenêtre de tolérance, c'est-à-dire notamment par excès de stimulation, c'est-à-dire des parents qui protègent insuffisamment l'enfant, qui l'exposent au trauma, que ce soit en tant que victime directe ou en tant que témoin. Mais ça peut également être par indisponibilité parentale, ce qu'on appelle les négligences, c'est-à-dire que la fonction de parexcitation est insuffisante, donc c'est une exposition moins active, je dirais, une exposition passive de l'enfant, une absence de protection de l'enfant, qui génère non pas un débordement de la fenêtre de tolérance, mais qui ne l'aide pas à développer une fenêtre de tolérance un peu plus grande. Donc, bien sûr, du coup, à terme, elle va être débordée assez facilement. Et ces deux types de situations génèrent des risques d'état dissociatif chez l'enfant, comme façon de s'ajuster. Et le problème, c'est que l'enfant étant en plein développement,
ce type d'adaptation est susceptible de se chroniciser s'il se répète et s'il n'y a pas de figure d'attachement pour prendre le relais de l'indisponibilité éventuelle de quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un facteur de risque. Alors comment on comprend à la lueur de ces éléments comment chez certaines personnes il y a une transmission transgénérationnelle du trauma? Là encore, c'est un facteur de risque, ce n'est pas systématique, heureusement. Les associations psychiques et donc l'intégration sont soutenues par une relation d'attachement sécure. Bon, c'est ce qu'on vient d'envisager. Cette relation d'attachement sécure permet la construction de ce récit autobiographique par l'intermédiaire de la disponibilité parentale et des capacités de contenance émotionnelle parentale. Ce qu'on a observé dans les recherches sur l'attachement, et notamment le trauma et la transmission du trauma, c'est que la présence de trauma non résolu chez le parent prédit la désorganisation de l'attachement chez l'enfant. Ça ne veut pas dire que si un parent a des traumas non résolus, forcément ses enfants sont désorganisés, qu'on s'entende, mais en revanche, chez les enfants désorganisés, il y a une très forte corrélation, quand on regarde chez leurs parents, le fait qu'il y a une indisponibilité parentale liée à leurs antécédents de trauma non résolus. Et ce qu'on observe concrètement, ce sont des états de transe chez l'enfant qui a une désorganisation de l'attachement. Et ce que Shore notamment décrit, c'est un accordage de l'enfant au rythme psychobiologique de son parent qui se dissocie. C'est-à-dire que, faute de rencontrer de la synchronicité de la part de son parent, il va venir s'ajuster, enfin, en tout cas c'est un risque, qu'il vienne s'accorder et qu'il adopte en quelque sorte, en imitant, le mode réactionnel, défensif, dissociatif de son parent. Alors concrètement, Liotti décrit très bien ce phénomène. Un trauma parental non résolu peut générer des états dissociatifs parentaux qui, dans certains contextes, peuvent générer une peur chez l'enfant. Donc là, on a une transmission indirecte du contenu traumatique, l'expérience traumatique, ou alors une transmission plus directe par l'intermédiaire de la répétition et de la violence parentale, qui va, là encore, générer une peur de l'enfant. Et donc, la peur, l'enfant, ce n'est pas forcément un drame, mais si cette peur déclenche, c'est-à-dire qu'elle perdure, qu'elle génère une situation d'impuissance de l'enfant, qu'il n'y a pas d'autres ressources en termes d'attachement pour l'aider à traverser ça, il y a des risques qu'il mette en place lui-même un système dissociatif, c'est-à-dire qu'il ait une réaction face à une peur sans solution, en fait. Donc, il décrit le fait que, d'une part, la peur active le système d'attachement. Mon réflexe, c'est de me rapprocher du parent qui est là pour m'aider à me réguler et me protéger. Mais d'autre part, la peur est causée par le parent et nous amène à fuir la source de la peur. Et donc, ça génère une situation paradoxale et c'est ça qu'on appelle la situation de peur sans solution. Alors là, ce n'est pas du tout des vraies données, c'est un schéma pour illustrer leurs hypothèses. Ces auteurs décrivent l'idée que quand on a vécu une désorganisation de l'attachement, on est plus à risque de développer des propensions dissociatives plus tard. Et ça, c'est un fait avéré. Donc, ils ont décrit, vous ne pouvez pas le lire, donc je vais vous le lire à voix haute, vous n'en faites pas besoin de vous tuer les yeux. En fait, chez les personnes qui ont vécu une désorganisation de l'attachement, on a chez l'enfant des manifestations dissociatives. On en a même chez ceux qui n'ont pas vécu cette désorganisation de l'attachement, c'est une réaction normale chez le tout petit, qui n'est pas intégré, qui petit à petit va utiliser le soutien de son environnement pour intégrer son expérience. Et c'est pour ça que les histoires, les récits sont si importants à cette période de la vie, évidemment. Donc, on a juste des propensions dissociatives plus importantes chez les enfants désorganisés au niveau de l'attachement. Les enfants qui ont une désorganisation, un attachement sécure vont, face au trauma, développer des tendances dissociatives quand même. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais ça paraît logique. C'est-à-dire qu'en dernière instance, c'est une façon neurobiologique de répondre à une situation de stress durable. Donc ça pose la question de la relation d'attachement à ce stade. C'est-à-dire à quel point, à ce stade, il y a quelqu'un qui est disponible pour cet enfant qui est lui-même pas débordé par le trauma, parce qu'avoir un enfant qui a vécu un trauma, c'est aussi traumatisant. Donc c'est pas forcément facile, même quand il y a une bonne relation d'attachement, d'aider l'enfant à traverser ça. Et des fois, il y a des petites consultations à ce stade. Et effectivement, cet enfant-là peut être amené à développer des réactions dissociatives suite à cet événement traumatique. Mais l'idée de ces auteurs, c'est qu'il va en développer beaucoup moins qu'un enfant qui a une désorganisation de l'attachement. Et à l'inverse, un enfant qui a une désorganisation de l'attachement, qui ne vit pas d'événements traumatiques, donc là c'est la courbe du bas, va garder une propension
un facteur de risque de développer un fonctionnement dissociatif qui ne va pas forcément s'avérer s'il ne rencontre pas d'événements de vie traumatiques au cours de sa vie. Et à l'inverse, l'idée, c'est que l'enfant qui a un développement avec un attachement ordinaire, sécure, on va dire, s'il ne rencontre pas de trauma, a une propension très peu développée à avoir des troubles dissociatifs ultérieurement dans sa vie. C'est-à-dire que le risque de dissociation chez un enfant qui n'a pas une histoire de désorganisation de l'attachement ni une histoire traumatique, en fait, les mécanismes dissociatifs normaux du petit enfant se résorbent progressivement dans ce qu'il appelle le middle childhood, donc c'est la préadolescence, où on a quand même une autonomie, notamment au niveau narratif et attachement, qui commence à se mettre en place. Donc il y a une situation, ici par exemple, on a affaire à quelqu'un qui a un trouble de l'attachement, un attachement insécure, et qui ne rencontre pas d'événements traumatiques particuliers, donc son développement va va continuer d'avoir une propension dissociative comme tous les enfants, mais un peu plus, c'est-à-dire qu'il a aussi, il n'est pas parti du même endroit, mais donc comme beaucoup d'enfants, il va avoir, comme les enfants en général, il va avoir une propension dissociative qui petit à petit va diminuer avec le développement. Celui qui a connu des traumas, je pense que je me suis trompée, ce n'est pas nécessairement à ce moment-là, c'est-à-dire qui a connu des traumas dans son développement, voilà, désolée, va maintenir et développer ses propensions dissociatives. Donc, quelle que soit l'histoire d'attachement précoce, les tendances dissociatives de l'enfant sont toujours présentes, plus ou moins importantes en fonction de cette histoire précoce, et vont se développer ou non, si cette histoire précoce se cumule avec une histoire traumatique. Et se développer d'autant plus si l'histoire précoce est une histoire de désorganisation de l'attachement. Ça va, c'est plus clair ? Ok. Alors, une petite proposition de définition de la dissociation. L'idée, et tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais l'idée que je vous propose, c'est que c'est un mode défensif face à une situation d'impuissance, c'est-à-dire de peur sans solution. Que ce mode défensif peut devenir chronique, c'est-à-dire qu'initialement c'est aigu, mais ça peut devenir chronique si une telle situation se répète au cours du développement. Et c'est ce que Perry a décrit sous la petite phrase qui est très jolie en anglais, « States become traits ». Les états deviennent des traits. C'est-à-dire que dans cette phase critique du développement où le cerveau est en pleine maturation, notamment au niveau des systèmes mnésiques et au niveau des systèmes émotionnels, les expériences vont avoir un impact, les premières expériences vont avoir un impact crucial. Et donc c'est pour ça que qu'il en découle cette idée que les états, à ce moment-là de la vie, ont une potentialité à devenir des traits beaucoup plus grande qu'à l'âge adulte, par exemple. Alors là, c'est un peu long. Un mode défensif qui consiste à se couper d'une partie de son expérience psychique. Et là, on reprend les trois aspects de l'œuf traumatique de tout à l'heure, c'est-à-dire sous forme d'amnésie, d'anesthésie ou de non-reconnaissance de son expérience comme étant la sienne propre, c'est-à-dire le caractère autobiographique. Et ces mécanismes peuvent générer de façon réactionnelle des symptômes opposés, l'hypermnésie, débordement, etc. On va y revenir. Et puis, éventuellement, des stratégies d'apaisement. Donc, on a des signes directs de la dissociation qui sont de trois ordres, amnésie, anesthésie et non-reconnaissance du caractère autobiographique de son expérience, la dépersonnalisation, pour dire ça simplement. On a des symptômes indirects qui sont le retour des expériences et vécus traumatiques, donc par le débordement, les intrusions, etc. Et puis, les stratégies réactionnelles d'adaptation défensive face à ces symptômes de dissociation qui n'est pas suffisamment étanche. Alors du coup, un petit résumé des symptômes. Du côté de l'amnésie, c'est-à-dire du côté de l'hypoactivation, l'alexithymie, je vous le dis sous différentes appellations, l'anesthésie émotionnelle, la froideur, le manque d'empathie, je pense que voilà, c'est décrit dans tout un tas de tableaux. Et puis les comportements réactionnels de recherche de sensations. Alors moi, j'aurais une étude qui me fascinerait, c'est l'enfance des jackass. Vous savez, ceux qui font des choses exprès et qui se filment pour mettre ça sur Internet en faisant exprès des trucs à risque très dangereux, complètement absurdes. Donc on observe assez souvent des sports dangereux, des prises de risques, des violences contre soi ou contre autrui. Et ce que Muriel Salmona, qui est une psychiatre française qui s'intéresse beaucoup à la dissociation, décrit comme une tentative de disjonction. C'est-à-dire qu'elle dit, finalement, le système dissociatif s'auto-alimente parce que quand on est un peu sous-activé,
au bout d'un moment, on vit des sentiments d'ennui et de vide chronique, voire de dépression, et on cherche à se faire un shoot. On cherche à déclencher les drogues dures, notamment l'adrénaline, par des expériences de prise de risque et de mise en danger. L'autre côté, qui est là les fuites, les manœuvres dissociatives, les manœuvres dissociatives n'étant pas suffisamment étanches, on a ces phénomènes de débordement, que ce soit amnésique, émotionnel ou au niveau du vécu d'appartenance du souvenir. Et donc ça va générer un certain nombre de désordres émotionnels très fréquents, les troubles anxieux et post-traumatiques, certaines dépressions, et puis des tentatives de faire face et de mettre fin à ce débordement émotionnel, notamment les tentatives de suicide, les automutilations, l'hétéroagressivité dans certains cas. Et puis de façon aménagée, on observe souvent cette organisation dans des troubles de la personnalité caractérisés, notamment borderline. Et aussi, dans les conduites d'apaisement, on a certaines addictions qui sont des addictions d'apaisement, et notamment certains troubles du comportement, enfin les troubles du comportement alimentaire qui ont souvent une vocation d'apaisement et d'anesthésie. Donc on a d'une part des stratégies pour rechercher des sensations, pour se faire vivre dans le premier cas de figure, et dans l'autre cas de figure, on va essayer de se calmer, de s'apaiser, et on peut avoir l'alternance de ces deux phénomènes chez les mêmes personnes. Alors, typiquement, cette patiente avec Sophie d'avant, elle a le chic pour systématiquement regarder toutes les émissions horribles qui passent à la télé. Elle a un vécu subdépressif chronique, elle se stimule comme ça, et après, elle est complètement bouleversée. Et après, elle essaye de trouver notamment des crises de boulimie pour s'apaiser. Donc, c'est un cycle chez certains patients. Et c'est vraiment difficile pour eux. Alors, un petit récapitulatif de ces symptômes. Donc, on reprend le tableau tout à l'heure, je vous l'ai fractionné en 3. Quand la dissociation est étanche, quand la dissociation est poreuse, donc bon, ça vous l'aurez sur le support, je ne vais pas entrer trop dans le détail. Ici aussi, il y a pas mal de choses. Quand les émotions, voire les sensations corporelles sont dissociées, donc on a une amnésie d'un événement, on peut avoir une amnésie d'une émotion, d'une sensation, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui présente une frigidité chronique ou quelqu'un qui ne pleure jamais. On a des gens comme ça qui nous disent « Ah non, mais moi je pleure jamais. Moi je me mets jamais en colère. » Aïe. On l'imagine, les parents au square avec cet enfant-là. Donc ça peut être vraiment un secteur, un pan entier émotionnel qui va être totalement inaccessible. Et évidemment, c'est assez handicapant potentiellement. Et puis à l'inverse, ici, on va avoir là pour le coup du trop-plein émotionnel sous les différentes formes que vous connaissez, et notamment au niveau attachement, des comportements en accord avec ça, c'est-à-dire une tendance adhésive, qui est là, alors qu'ici, on a plutôt du détachement. Là encore, le sentiment que ce qui m'arrive n'est pas vraiment en train de m'arriver peut amener des comportements à risque, des comportements de recherche de sensations, pour se sentir vivant, et on les comprend. Mais dans le cas de figure du débordement, c'est-à-dire du sentiment que je vois mon agresseur partout, que c'est constamment en train de m'arriver, il peut aussi y avoir des passages à l'acte pour essayer de s'apaiser. Alors, une proposition de facteurs de risque. Je pense que la dissociation poreuse est beaucoup plus facilement dépistée. Pas forcément, on ne va pas forcément faire le lien avec ses origines, mais au moins les gens vont être pris en charge parce qu'ils ont des symptômes très bruyants, très invalidants, et donc ils vont consulter beaucoup plus rapidement. Et globalement, au niveau de la prise en charge, je trouve qu'ils évoluent beaucoup plus rapidement. Parce que peut-être justement comme la dissociation est poreuse, on arrive à accéder à ce qu'il y a derrière et à les aider à faire cette intégration. C'est-à-dire que, paradoxalement, ces symptômes très envahissants sont déjà une tentative d'intégration. Quand la dissociation est très étanche, qu'on a des gens très froids émotionnellement, par exemple, détachés, ça on le sait par exemple chez les psychopathes ou chez aussi les personnes qui ont des traits paranoïaques forts, on va avoir du mal à mettre en place une relation d'attachement et tout simplement c'est avec ça qu'on travaille. Donc ça va être une des difficultés qu'on va avoir. Si cet attachement est encapsulé de façon très étanche, on va avoir du mal à tout simplement mettre en place un lien thérapeutique constructif et les pronostics est quand même moins bon. Un petit mot sur l'anamnèse que je vous propose. Évidemment, on va aller chercher du coup, quand on a ce type de symptômes, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ça va être des éléments de l'anamnèse précoce pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, de cibler les choses, d'autant qu'en ICV, on va pouvoir les traiter. Donc les circonstances de la grossesse, de la naissance, les éventuelles situations de carence, de négligence, maltraitance. C'est très délicat d'investiguer ça et en même temps on ne cherche pas à induire. Donc on va poser des questions très larges. Mais aussi des troubles psychiques de l'objet d'attachement. C'est-à-dire qu'est-ce qui a pu rendre
la figure d'attachement indisponible. Peut-être qu'elle était en deuil, elle a perdu son père pendant sa grossesse. Bon, c'est pas facile après de s'ajuster à la naissance de son bébé quand on est en train de traverser ça au niveau émotionnel. Ça peut être aussi des tendances addictives, des troubles psychiatriques, la dissociation comme on l'a vu préalablement. Et on s'intéresse aussi aux séparations et aux troubles de l'attachement dans les 2-3 premières années de la vie. J'avais participé à une étude à la maison d'arrêt de Fresnes sur les détenus longue peine, c'est-à-dire des gens qui ont une peine criminelle, enfin, pour des actes criminels. Et certains étaient primo-délinquants, par exemple, c'était un crime passionnel. Et une des choses que nous investiguions, c'était les séparations précoces dans les 2 premières années de la vie, autrement dit, de plus de 15 jours, quelles que soient les raisons. Et elles étaient extrêmement fréquentes, pour tout un tas de raisons. Certains avaient été placés, et un parcours qu'on connaît bien chez certaines personnes incarcérées, mais d'autres, c'était l'hospitalisation soit d'eux-mêmes, soit de la mère. Enfin, ça pouvait être pour tout un tas de raisons, une séparation des parents, donc ils étaient séparés d'un des parents, etc. Alors en conclusion, un petit mot de démarche diagnostique et thérapeutique, et après ça on va pouvoir faire une pause. Quand on repère une dissociation aiguë, quand on repère les signes que je vous ai décrits d'amnésie, anesthésie, dépersonnalisation, ou l'inverse, et tous les symptômes de tentative d'apaisement ou de shoot comportemental qui peuvent en découler, ça amène à se poser la question de la dissociation structurelle. Mais pas seulement. Je pense que c'est intéressant, derrière la présence de cette dissociation, de se poser la question des circonstances de construction des capacités de régulation émotionnelle qui peuvent amener un enfant devenu plus grand à réagir avec une manœuvre défensive aussi drastique que la dissociation. Et là, ça pose la question des antécédents de carence, de négligence, de séparation précoce, et chez certains auteurs, donc la question d'éventuels traumas tardifs sévères. Mais en général, ça met plutôt l'accent sur le développement précoce et la qualité du lien mère-bébé en particulier. Et donc, ce que je vous suggère après la pause, c'est qu'on évoque l'ICV et comment on peut prendre en charge ces choses-là qui sont encodées dans la mémoire implicite, qui ont des effets, qui fragilisent considérablement le patient, mais qui sont très difficiles à aborder de façon verbale, directe. Voilà. Je vous propose un quart d'heure de pause et je vous retrouve tout à l'heure.